France Inter, le grand face-à-face, le débat. Bonjour Aurélien Barraud. Bonjour. Vous sortez l'hypothèse K chez Grasset, vous êtes astrophysicien, l'un des visages aujourd'hui très rares dans les médias, un visage de l'écologie, très rare. Vous avez refusé toute radio, toute télévision. Merci d'être avec nous au grand face-à-face, merci pour nos auditeurs. Et si on a eu très envie de vous recevoir aujourd'hui, c'est aussi parce que dans quelques jours s'ouvre la COP28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, dans un contexte pour le moins inquiétant pour notre climat et donc pour nous, porté par des températures caniculaires en Amérique latine. On a appris que le 17 novembre dernier, il y a une semaine, la température mondiale a franchi le seuil symbolique de plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, soit l'objectif officiel à ne pas dépasser défendu par les COP sur le climat. Et pour certains, la solution se trouve dans la technologie. Le CO2, ou dioxyde de carbone, est l'un des principaux gaz à effet de serre liés aux activités humaines et industrielles. Le triptyque des technologies de captage, de stockage et de valorisation contribue à limiter et à éliminer les émissions de CO2 dans l'atmosphère. En proposant ce modèle de service, nous renforçons nos offres de réduction de l'empreinte carbone pour les secteurs de l'énergie et de l'industrie en pleine mutation. Alors ça, c'était une publicité de Veolia. Pour vous, c'est une promesse formidable ou un cauchemar absolu ? Devinez. Dans tout ce que vous venez d'évoquer, qui est très pertinent bien évidemment, il y a quand même aussi beaucoup d'erreurs à mon avis ou de non-dits qui sont problématiques. D'abord, vous l'avez rappelé, et c'est pas à vous naturellement que j'en fais le reproche, c'est que c'est très inquiétant pour nous. Ce nous, il faudrait le préciser. On parle des humains, on parle des Européens, on parle des mammifères, on parle des Français, on parle des vivants. Actuellement, je pense que ce nous représente les Occidentaux et que c'est là encore une preuve, en quelque sorte, du néocolonialisme ambiant avec ses ravages, pas seulement sur le climat. Ensuite, vous avez évoqué le problème du CO2. Je voudrais rappeler que le CO2 est évidemment un gaz à effet de serre qui est évidemment lié au réchauffement climatique, mais c'est une erreur drastique que de croire que le réchauffement climatique est notre plus gros problème. En réalité, dans la 6e extinction massive, au sein de laquelle nous nous trouvons, le climat jusqu'à maintenant n'a joué aucun rôle. Ce sont l'ensemble des piliers qui définissent l'habitabilité de cette planète qui sont en train de céder. Et la raison pour laquelle on se focalise sur le climat, c'est exclusivement parce que c'est le plus simple de nos problèmes, c'est le seul qui peut encore laisser perdurer l'impression totalement délirante que nous sommes face à un problème technique ayant une solution technique. Et là, effectivement, j'en viens à la 3e erreur, c'est ce techno-solutionnisme qui relève vraiment d'une abjection suprême en réalité, parce que non seulement il ne marche pas, il suffit de regarder l'histoire, il suffit de regarder les faits, il suffit de regarder les effets rebonds, donc on peut comprendre son inopérance du point de vue purement ingénierique, mais on doit aussi le comprendre du point de vue axiologique, c'est-à-dire du point de vue des valeurs. Nous ne sommes pas face à un problème scientifique. Nous sommes face à un problème de vision du monde. La science peut intervenir au niveau du constat, elle peut éventuellement corriger certains biais, certains effets secondaires ou certaines dérives non souhaitées, mais elle ne peut pas nous dire ce que l'on veut. Et c'est ça la question que nous n'avons pas commencé à poser. On va se la poser ensemble, bien sûr, mais je reviens sur le mot abjection que vous venez d'évoquer. Pourquoi ce mot ? Pourquoi c'est abject de tenter de trouver des solutions technologiques à nos problèmes environnementaux ? Alors ce mot d'abord parce que je ne suis pas un politique, je ne cherche pas à être élu et je ne cherche pas à être aimé. Et par conséquent, je peux me permettre d'employer les mots que je veux sans céder aux injonctions du politiquement correct. Non, mais je vous demande, ça veut dire quoi ce dont on doit s'indigner et ce dont on doit ne surtout pas s'indigner. Ouais. Alors pourquoi ce mot ? Parce que ce qui se passe en ce moment, si vous voulez, c'est pas seulement stupide, parce que nous sommes en train d'aller vers notre suicide, ce qui est quand même un peu idiot pour un être vivant. Mais c'est aussi assez sale, en réalité. C'est aussi assez sale parce que je trouve que ça relève de ce qu'on pourrait nommer une désublimation du réel. Nous n'avons pas commencé à poser le vrai problème. Et moi, je vais peut-être en une phrase vous donner mon sentiment sur la question. Notre monde est nervuré de beaucoup d'oppositions, entre la gauche et la droite, entre les communistes et les libéraux, entre beaucoup de modèles de société qui sont tout à fait pertinents. Enfin, certains d'entre eux sont, à mon sens, beaucoup plus pertinents que d'autres. Bref. Mais il y a une opposition qu'on ne met jamais sur la table, et qui est peut-être en fait la méta-opposition, qui est peut-être la plus grande opposition à laquelle on fait face, c'est entre le prosaïque et le poétique. Le prosaïque, c'est l'utilisation d'une chose. Le poétique, c'est la chose en tant que telle. Le prosaïque, c'est la communication. Le poétique, c'est la communion. Le prosaïque, c'est la fabrication, la maîtrise, l'exploitation, le mesuré, le reproductible, le mécanique, l'utile. Le poétique, c'est tout le reste. Vous voyez, c'est la création, c'est le sauvage, c'est le surgissement de la présence. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que le poétique, c'est pas du tout
une petite décoration. C'est pas du tout le doré sur le cadre, là, qui est toujours très moche d'ailleurs. Hein. Le doré sur le cadre, on s'en passerait bien, on voudrait voir juste le tableau. C'est pas du tout ça, le poétique. C'est pas une préoccupation d'intellectuel qui a envie d'aller s'asseoir autour de la rivière et de prendre une rose dans ses dents. Le poétique, c'est la vie. C'est l'essentiel. C'est ce qui nous définit. C'est ce qui fait que je ne suis pas cette table et que vous n'êtes pas votre micro. C'est ce qui fait le sens de l'existence. Et aujourd'hui, on ne s'intéresse pas beaucoup au poétique. Et c'est ça qu'il faut mettre sur la table. Et c'est pour ça que c'est abject de l'oublier. Parce que c'est pas seulement incohérent, ça relève aussi de l'oubli de l'ontologie, c'est-à-dire de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Alors vous nous direz pourquoi c'est suicidaire. Dernière question avant de donner la parole à Natacha qui veut la prendre. Juste le titre. Gilles aussi d'ailleurs. L'hypothèse K. Ça veut dire quoi? Hypothèse K qui est le titre de par rapport à cette analyse, ce combat entre le prosaïque et le poétique, c'est-à-dire, pour le dire simplement, entre la pulsion de mort, se laisser faire l'inertie machinique et la pulsion de vie, existence, ça veut dire s'extraire, bifurquer, s'autoriser à être, c'est-à-dire à déjouer l'attendu. Eh bien, je trouve qu'il est intéressant de se demander, et la science là-dedans? Bon, je me le demande parce que c'est mon métier, j'ai donné des leçons au monde entier, j'ai été dire au MEDEF qu'ils étaient quasiment des terroristes, donc il était temps que je m'applique cette critique à moi-même, et dans mon métier, et pour un scientifique. On est du côté du prosaïque ou du poétique? En tant qu'astrophysicien, je Eh bien, soyons honnêtes. Historiquement, la science est du côté du prosaïque. C'est elle qui alimente cette machine de réification, c'est-à-dire de transformation en chose du réel, d'artificialisation, de désublimation et finalement de destruction de ce qui nous entoure. Mais c'est contingent. Ça s'est passé comme ça, c'est une réalité historique que je déplore, mais c'est pas nécessairement attaché aux matériaux scientifiques, parce que la science pourrait être une arme de subversion, une arme de création, une arme d'invention, et donc une arme de connivence avec le réel, plus que d'affrontement ou de remodelage du réel. Et je crois que c'est ça la question qui est intéressante aujourd'hui, c'est quelle science allons-nous choisir? Et hypothèse K? Alors, K, oui, pardon, j'ai pas répondu à votre question, c'est une vieille habitude, ça. J'ai au moins ça de commun avec les politiques. Je vais le dire. Donc, K, parce que karkinos, en grec, c'est le cancer, et je crois que notre technologie, aujourd'hui, est devenue autonome, dans une grande partie. Ce sont des machines qui construisent des machines, des programmes qui conçoivent des programmes, et que cette autonomie est devenue littéralement métastatique, cancéreuse, et qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de la médecine. D'une part, qu'il faut une compréhension globale, c'est une maladie systémique, il ne faut pas traiter que les conséquences, il ne faut pas traiter que les effets, ça ne fonctionne pas, on le sait très bien en oncologie, mais aussi qu'il faut redéfinir ce qu'est la victoire, qu'il faut être humble et penser en philosophe autant qu'en technicien. Natacha Polony. Alors, quand je vous écoute et quand je vous lis, j'ai en tête un livre que je trouve absolument passionnant, qui est celui d'Olivier Rey, Itinéraire de l'égarement, qui est une réflexion sur la place de la science en Occident. Et sa thèse est de dire que, en gros, s'opère une bifurcation à la Renaissance quand Galilée conçoit l'idée que le monde peut être pensé en équations mathématiques. Et tout l'Occident, tout le rapport de l'Occident à la science se construit à partir de là, avec cette tendance qui est d'effacer tout le réel qui ne rentre pas dans les équations mathématiques. Sauf que c'est grâce à cela que petit à petit a pu s'opérer une modification qui aboutit à la révolution industrielle, avec ce qu'elle a de pire, mais aussi la capacité à se soigner, à allonger l'espérance de vie, à permettre un petit peu à l'humanité de ne pas subir uniquement la nature. Comment fait-on si cette vision de la science s'est imbriquée avec la technologie pour garder ce qui, dans la science, est libérateur et pour en extraire, en effet, ce que Jacques Ellul appelait cette idéologie de la performance, ce système technicien, c'est-à-dire l'idée que c'est par la technique qu'on va en tout point trouver des solutions les plus performantes possibles. Aurélien Barraud. Oui, vous avez raison. Le geste de Galilée est évidemment génial, évidemment louable et évidemment très impressionnant du point de vue scientifique. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais il est très violent aussi. Il est très violent aussi parce que c'est plus qu'une mathématisation du réel. Ce que Galilée a fait, c'est qu'il s'est considéré comme l'exégète de la nature. Il a considéré qu'en tant que physicien, il ne parlait pas sur la nature, ce qu'à mon avis, il aurait dû faire. Il a considéré qu'en tant que physicien, il parlait au nom de la nature. Et c'est
effectivement très différent parce que ça oriente de façon drastique, pas simplement la pratique, mais aussi la définition de l'être auquel nous sommes confrontés. Et la problématique que vous évoquez, je crois qu'elle n'est pas exclusivement relative à la science, hein. C'est la problématique du pharmacone chez Platon. Autrement dit, c'est une question de dosage. Ce qui est médicament devient bien évidemment poison à haute dose. Mais on le sait très bien, ça. Quand on est en situation de famine, il faut manger. Quand on est en situation d'obésité, ça risque de nous tuer. Ce qui est très étonnant, c'est qu'avec la technique, la technologie en général, que nous avons divinisée, hein, en réalité, on dit qu'on est dans une société très immanente, mais on a accordé une valeur transcendante, voire sacrée, à cette profusion métastatique de la technologie. On ne se pose pas la question du dosage. C'est-à-dire que l'argument qui semble prévaloir, et qui n'est jamais posé sur la table tellement il est stupide, c'est dans le domaine technique, si je peux le faire, je dois le faire. Ce qu'on n'utilise jamais, heureusement, en éthique. Là, nous pourrions nous insulter, on va essayer de ne pas le faire. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Dans le champ technique, c'est ça l'argument de la Silicon Valley. C'est ça l'argument des Elon Musk, des Jeff Bezos. Je peux le faire, donc je dois le faire. Mais cet argument est imbécile à la fois du point de vue poétique, du point de vue éthique, du point de vue politique, du point de vue scientifique. Il n'y a absolument aucun monde dans lequel il fasse sens. Et je crois qu'à votre question, qu'est-ce qu'on fait ? Ma réponse, c'est on trahit. J'aime bien cette idée de trahison parce qu'elle est un peu subversive, bien sûr. Trahir, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire renier la parole donnée, renier les amours promises. Ça serait tout à fait regrettable et un peu sale aussi. Trahir, ça veut dire s'extraire de l'inertie. Ça veut dire trahir les attendus, trahir ce que je suis censé faire compte tenu de mon sexe, de mon âge, de ma caste, de ma nationalité, de ma religion, de mon environnement social, de mes attendus systémiques, de mes dirigeants politiques. C'est ça, la trahison qui est attendue aujourd'hui. Notre monde ne fonctionne plus. C'est pas idéologique, c'est pas de gauche ou de droite, c'est factuel aujourd'hui. On peut le voir de toutes les manières possibles, c'est factuel. Et face à ça, je crois que trahir, c'est en fait un geste de fidélité à ce que nous sommes et pas seulement à la contingence historique d'une erreur qu'il est temps de corriger.